Bonjour et après quelques semaines de pause, nous revoilà pour un nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Gabriel, qui est basé à Aix-en-Provence, donc un voisin. On va parler de son parcours et puis de son nouveau combat. Salut Gabriel. Bonjour François, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Eh ben, écoute, je suis ravi. Je vais te laisser te présenter, parler un petit peu de ton parcours, tes études, avant de rentrer dans les premières questions, puis parler de ce combat sur la longévité, quelque chose qui est un sujet qui nous touche tous, que je te laisserai présenter par la suite et nous expliquer comment tu en es arrivé à ce niveau-là. Super, donc actuellement j'ai 43 ans, donc statistiquement je passe dans la deuxième partie de ma vie. Mais avant de discuter de ça, comment j'en suis arrivé là justement? Les Donc statistiques, j'ai j'imagine, commencé, c'est quelque chose qui te parle beaucoup, vu ton parcours. les statistiques ça me parle beaucoup et surtout quand il s'agit d'espérance de vie. Donc tout ça commence assez jeune lorsque j'intègre une école d'ingénieur, l'école polytechnique. Euh, Voilà, en fait, toute ma vie, j'ai baigné dans un environnement hyper concurrentiel, beaucoup de compétition, etc. Et c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et quelque part, s'inscrire dans cette filière-là, hyper compétitive, avec les classes prépa, les concours, etc. Bah, ça me plaisait pas mal. Et ça me réussissait également pas mal. Et donc j'intègre l'école polytechnique. Moi, depuis tout petit, j'avais une espèce de fibre d'ADN entrepreneur et il fallait absolument que j'entreprenne. Et donc, dès que j'intègre l'école polytechnique, je me dis, voilà, c'est le moment ou jamais de commencer à entreprendre. Et donc, c'est là où je commence à développer ma première startup, qui était une plateforme de mise en relation Mhm. euh, pour des professionnels de l'informatique et du graphisme à l'échelle de toute la francophonie. Et donc, c'est un beau succès qui me permet de lever des fonds à la sortie de mes études, de lever des fonds d'ailleurs en deuxième année d'école d'ingé. La première fois, on a levé des fonds, donc c'était assez grisant avec un associé copain de l'école centrale. Et donc tout ça, ça a quelque part confirmé que ma voie c'était Mhm. l'entrepreneuriat ou rien, que j'aurais été capable de manger des pâtes jusqu'à 50 ans rien que pour avoir cette liberté d'entreprendre, de prendre le taureau par les cornes, d'être maître de ma vie et puis de prendre aussi les risques associés à cela. Voilà, 20 ans après, j'ai vendu deux sociétés. La dernière, créée en 2016, vendue en 2021, donc vraiment un cycle de 5 ans, comme enfin un peu comme dans les manuels. On a capitalisé sur toutes les erreurs et tous les apprentissages que j'ai pu acquérir jusque-là en autofinancement. Mhm. Euh, On a bénéficié de tout cet écosystème d'innovation en France, de financement de l'innovation qui est, je le dis avec beaucoup de conviction, l'un des plus intéressants au monde. Euh, En 2021, lorsque les marchés étaient au plus haut, euh, parce qu'on avait développé un produit qui était dès le départ lancé sur le marché international, qu'on avait une clientèle internationale, qu'on était visible d'un point de vue international, on a été racheté par un acteur américain euh, qui, qui a racheté le produit, également la base de données de clients. Et donc, on a accompagné cet acteur majeur côté en bourse jusqu'en enfin, quelques années, le temps d'assurer la transition. Ça me parle beaucoup. On va revenir sur déjà tout ce que tu nous as dit. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la voie de l'excellence? C'est, parce que tu étais dans un environnement, de compétition sportive ou, c'est, Non, familialement parlant, c'était ce Polytechnique était, la voie royale? ouais, c'était une compétition intellectuelle, pas sportive. D'accord. Mes parents sont enseignants, ma mère prof de français, mon père prof de sciences physiques. Et mes parents m'ont toujours transmis à leur manière, avec parfois beaucoup de dureté, une réalité qui était celle qui nous caractérisait, qui caractérisait notre famille, c'est que on va bénéficier d'un certain capital intellectuel, mais il faut qu'on construise tout le reste à partir de zéro, qu'on n'aurait rien parce qu'il y a rien et donc il faut le construire. Et donc moi, très rapidement, j'ai été imprégné de cette mentalité-là, qu'il faut que je me construise tout seul et que la manière de le faire, en tout cas c'était le cas de notre génération, après pour nos enfants, je sais pas si ça, c'est toujours valable, qu'on pouvait le faire par la science.
et en faisant des études d'excellence. Donc, je me suis rapidement rendu compte que c'était mon voie de sortie et j'ai vraiment bien investi et j'ai bien travaillé là-dedans. Et quelque part, la vie me l'a bien rendu. Mes parents m'ont, enfin, c'est une leçon que mes parents m'ont apprise et pour lesquelles je les remercie. La culture de l'effort, la culture du travail, ce qui m'a permis effectivement d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Sur le nouveau combat de la longévité dont tu vas nous parler Longévité, ouais. longévité, dont tu vas nous parler, je vois bien l'aspect scientifique, mais la mise en relation de professionnels, c'était plus, on va dire, c'était moins scientifique, j'imagine? Oui, enfin, au début, effectivement, je me suis orienté vers la génération de leads et c'est ce côté intelligence artificielle et big data permettait de cibler de manière très précise et d'automatiser un certain nombre de processus. Après, effectivement, c'est un monde qui est complètement différent. J'ai toujours vu ma vie en deux grandes étapes. Une première étape jusqu'à la moitié de ma vie pour atteindre l'indépendance financière, pour, Mmh, euh, pour racheter ma liberté quelque part. mmh, Et une deuxième partie pour faire quelque chose qui a du sens pour moi au-delà de l'aspect purement financier, sans que ça soit forcément de l'humanitaire, mais en tout cas en ne mettant pas l'aspect de l'enrichissement personnel en première priorité. Et donc, dans ce sens, j'ai quelque part atteint cet objectif à 40 ans. Donc, j'ai plutôt bien respecté mon échéancier, mon planning. Et donc, ça m'a permis de me poser les bonnes questions pour 40 ans et de se donner également les bonnes réponses et partir dans la bonne direction. mmh. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont assez disjointes, si ce n'est que s'engager sur une voie aussi audacieuse et long terme qu'est la longévité aujourd'hui nécessite quand même d'avoir une certaine situation financière qui te permette d'assumer des risques plutôt importants et de ne pas se payer pendant un certain nombre d'années, probablement même des décennies, qui sait. J'espère que c'est pas le cas, mais en tout cas, je suis préparé à tout. D'accord. On va revenir sur la dernière aventure entrepreneuriale que tu as lancée, donc qui s'appelait, getmail.io. Heu, Getemail.io. Bah, écoute, je vais te laisser un peu nous expliquer comment tu en arrives à lancer ce projet. Quelles sont les grandes étapes de développement et qu'est-ce qui fait qu'un jour, quelqu'un, frappe à la porte pour vous dire: «On est intéressé»? Oui, alors c'est une belle histoire encore une fois où on a fait relativement peu d'erreurs. Mmh, Euh, et on a utilisé tous les apprentissages du passé. Je dis on parce que je n'étais pas tout seul. J'ai eu un associé, cofondateur, Nicolas Baou, très bon ami aussi. Donc en 2016, on se dit, moi j'avais déjà une société qui avait plutôt bien réussi à l'actif. Et l'un des challenges principaux de cette société, c'était justement de trouver des prospects, de trouver du lead. Et j'avais accumulé pas mal d'expérience là-dedans. Et on avait cette conviction avec mon associé qui provient de l'industrie aérospatiale, qui provenait de l'industrie aérospatiale, ingénieur pour EADS. On se dit, voilà, lui, il est très fort en intelligence artificielle. Moi, je connais tout cet aspect de l'entrepreneuriat au sens large, avec le financement, avec les business plans, avec l'aspect administratif, enfin tout ce qui tourne autour, plus cette compétence métier de génération de leads. Et la conjonction des deux, finalement, enfin, ça peut faire quelque chose de très beau et on peut vraiment faire une différence. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la génération de leads avec de l'intelligence artificielle et du big data? À l'époque, les prix pour pour ce genre d'algorithme et de traitement massif de données étaient en chute exponentielle. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui devenaient possibles d'un point de vue économique qui ne l'étaient pas auparavant. Et donc, on a pivoté un certain nombre de fois, mais on a fini par trouver ce positionnement de deviner les adresses email de n'importe quelle personne au monde sur la base d'une combinaison du prénom, du nom, arrobase, le nom de domaine de la société où travaille la personne en question. Donc, c'est, on s'est rendu compte que depuis des années, les commerciaux du monde entier, moi le premier, on utilisait cette méthode-là, mais on le faisait de manière artisanale. On essayait prénom point nom, ça fonctionnait pas, la première lettre du prénom et le nom, etc. Donc, on s'est dit, il y a moyen d'automatiser ça et de le faire à large échelle. Grâce au big data, encore une fois, et à des algos de machine learning, puisque finalement, le nombre de critères est très important. On utilisait 200 critères pour déterminer la forme de l'adresse email la plus probable.
Et donc, après plusieurs mois de recherche et de développement, on trouve un algorithme qui arrive à deviner 75% des adresses email avec un taux de fiabilité de 95%. Et donc là, du coup, c'est le jackpot. On se rend compte que la Terre entière avait besoin de ce type de service. Et voilà, on se met sérieusement sur la croissance. Et on finit par avoir 1,5 million d'utilisateurs lorsqu'on a vendu la société. Donc c'est un petit peu ça l'histoire. Alors une chose qui est assez rigolote, c'est que on avait cette obsession du développement agile. Mmh. Euh, et on voulait pas investir du temps et de l'effort et de l'argent dans la R&D avant de valider le produit d'un point de vue marketing. Et donc ce qu'on avait fait, on avait utilisé une API d'un concurrent dont je ne citerai pas le nom, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, qui avait un produit qui était assez médiocre, pour être tout à fait honnête, qui buguait souvent, mais ça nous a permis en fait d'acheter le service à un certain prix et de le revendre 2 fois plus cher et de le packager sous la forme de notre marque, sous notre marque. Et donc après plusieurs mois où on a vu effectivement que les clients étaient pas contents et en même temps ils quittaient pas non plus. Donc on s'est dit là il y a un vrai besoin, il y a un vrai pain point. Et donc ça vaut la peine d'investir le temps, l'argent nécessaire pour développer une vraie brique de R&D qui permet de faire ce travail-là avec les taux de fiabilité dont je t'ai parlé, 75% des adresses email devinaient, avec 95% de fiabilité. Et donc on s'est mis dessus. Grâce encore une fois à notre concurrent euh, euh, au début. Donc c'était, je pense, une Le belle concurrent, il illustration était de ce au que courant c'est. que vous faisiez ça ou c'était complètement... Je pense que ça l'intéressait pas parce que lui il vendait l'API, donc n'importe qui pouvait acheter une API. Alors on l'a pas dit ouvertement, mais en même temps on l'a pas caché non plus. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un marché. Et donc lui était plus orienté vers les API, nous on était plus orienté vers le end user, et donc voilà, même le positionnement était un petit peu différent. En fait, vous, vous avez validé une expérience utilisateur, finale, là où lui était dans du mass market. Oui, tout à fait. Derrière, comment vous avez structuré la société et la croissance de la société pour, arriver à 1,5 million d'users? Parce que c'est Alors ça qui est c'est intéressant. Ouais, moi encore une fois, j'avais toute cette expérience de business développement par le prisme d'un ingénieur, Mmh. c'est-à-dire en automatisant les process, etc., et en faisant la bonne jonction entre le marketing d'un côté et puis de l'autre côté le business développement avec des commerciaux qui à un certain moment prenaient le téléphone pour appeler le client et finaliser la vente et faire tout ça de manière vraiment très optimisée. Donc, on est passé de 0 à 20 commerciaux en un an, tous recrutés à distance. On avait une vingtaine de commerciaux en Inde, au Pakistan, aux Philippines, avec le support client, en fait, tout ce qu'il fallait mettre au point. Et mon associé, qui s'occupait de la partie technique, devait recruter effectivement en France, et on avait un mal fou à recruter. Et lui avait vraiment cette volonté d'avoir une équipe sur place, mais parce que on n'avait pas réussi, il s'est également réorienté vers l'international. Et là, il a découvert effectivement tout un univers qui s'ouvre à lui, qui lui était invisible, donc qu'il ne soupçonnait pas. Donc, ça nous a permis vraiment de développer la société avec des clients internationaux, avec une équipe internationale. Même quand on l'a vendu, on n'était que 2 personnes en France. Moi, j'étais à Aix-en-Provence, mon associé était à Paris. Et d'ailleurs, on n'était même pas salarié, on était gérant majoritaire, mais ça, Mmh. c'est une autre histoire. Mmh. Comment est-ce qu'on est arrivé à 1,5 million? Eh ben, moi, en fait, mon travail, c'était d'essayer autant de canaux de promotion que possible, et de voir ce qui fonctionne. Donc Mmh. là, j'ai vraiment enchaîné vraiment en mode Stakhanov, en mode ingénieur, plein de méthodes. Et en fait, ce qui a fonctionné au début, c'est l'emailing. Et c'était quelque part très cohérent euh, par rapport à ce qu'on vendait, puisque quelque part, lorsque les gens entraient en contact avec nous, c'est grâce à Getemail. Donc on utilisait Getemail pour promouvoir et pour vendre Getemail. Donc c'était une histoire en soi qui était très convaincante. Ensuite, très rapidement, le SEO, le référencement naturel a pris le dessus. On avait énormément de bases de données d'entreprises dans le monde entier, donc c'était une information qui avait beaucoup de valeur.
Le bouche à oreille, c'était quelque chose qui se développait parce que le produit était effectivement bon. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu développes un produit en mode SaaS freemium, en gros, tu ne peux pas te permettre d'avoir un produit qui est pas qualitatif parce que quelque part, les gens vont le tester gratuitement, ils l'achètent que s'il est bon. Donc dès le départ, on a eu cette espèce d'énorme contrainte, espèce d'énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais qui nous a permis de bien exécuter et d'avoir un produit qui était réellement performant. D'ailleurs, c'est ce que l'acquéreur a acheté d'ailleurs. Ils n'avaient pas été capables de développer quelque chose de similaire en interne. Et ils sont résolus après 2 ans d'échecs de nous acquérir. Euh, donc voilà, ce qui a fonctionné, c'est au début l'emailing, ensuite le référencement naturel, le bouche à oreille qui se développait. Alors le bouche à oreille, ce qui est génial, c'est que ça se développe tout seul, mais ce qui est pas génial, c'est que tu peux pas appuyer sur la pédale d'accélération, il y a rien à faire à part attendre et prendre son mal en patience. Donc voilà. Et dernièrement, quand on a accumulé quelques années d'historique, ça nous a permis d'avoir des informations très précises sur le modèle de revenu généré par prospect et les taux de conversion, et ensuite de pouvoir investir massivement et de manière très confortable et très confiante dans Google Ads. Donc là, encore une fois, avec une bonne exécution vraiment au millimètre près, on a réussi à augmenter encore plus le chiffre d'affaires et le Comment, nombre d'utilisateurs. comment tu arrives à gérer une équipe de commerciaux qui se connaissent pas, qui sont à distance et qui parfois doivent, peut-être même, rentrer en concurrence compte tenu du marché que vous adressez? Ouais, donc tout ça était extrêmement bien organisé. La nature de cette activité et le nombre de prospects permettait vraiment de compartimenter clairement les différents groupes de prospects par commercial. Chacun avait un petit peu son précaré. Euh, le travail se fait par email et par téléphone et par chat, donc tout ça c'est pareil soigneusement répertorié, analysé. Et donc, on finit par avoir un tableau de bord avec des voyants au vert, orange, rouge en fonction de toutes sortes de ratios et de KPI qui caractérisent en fait l'activité d'un commercial. Nombre d'appels, taux de conversion, durée de l'appel, chiffre d'affaires par appel, etc. Donc, on peut aller très loin dans l'analyse sur ce type de prestations-là. Comment vous avez vécu enfin, j'imagine que enfin, tu es pas le seul à avoir eu cette idée. Il y a eu, pas mal de concurrents qui se sont lancés et je pense qu'il y a Mhm, presque une mhm. excellence française, en fait, dans ce domaine. Comment vous, en fait, vous vous êtes, différenciés des autres? Ouais, donc déjà, une chose que je voudrais faire passer, et je pense que c'est une leçon qui peut bénéficier beaucoup à tes écouteurs, à ton audience, c'est nous, sur cette boîte, à l'opposé d'autres boîtes que j'ai lancées, on a décidé dès le départ de nous orienter à l'international. Là où avant, c'était l'idée, on se développe en France, localement, et puis lorsque ça marche bien, on va s'étendre. Mais en fait, t'as jamais le temps de t'étendre et t'es toujours bloqué dans ton marché. Là, dès le départ, on s'est dit, on va à l'international. Le site était en anglais, les prospects étaient internationaux, et donc au bout d'un an, on faisait déjà plus de chiffres à l'international qu'en France. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Euh, Après, attends, redis-moi ta question, j'ai perdu le sens de ce que je voulais dire. Je disais qu'il y avait une certaine excellence La française. concurrence, oui, et l'excellence Ouais, française. Autre chose, autre leçon, la tentation est grande quand tu développes ce genre de produit autour de l'ERP, du CRM, du BizDev, de la génération de leads, de faire plein de choses. Et les clients tous les jours te demandent une intégration avec Salesforce, une intégration avec Pipedrive, une autre intégration, etc. Et nous, en fait, dès le départ, et c'était très dur, la tentation était grande et on a réussi à résister à ça. On s'est dit, on fait une seule chose et on l'a fait le mieux du monde, le mieux au monde. Et on va être les premiers là-dedans. Et nous, notre force, en fait, c'était l'algorithme pour deviner les adresses email. mmh. Et on a fini effectivement par être les meilleurs. Et les gens allaient chez les concurrents parce que soi-disant ils avaient d'autres intégrations et d'autres fonctionnalités. Et ensuite ils revenaient chez nous parce que lorsqu'ils contactaient des prospects, les emails leur revenaient en NPI et donc c'était pas. Enfin, ils voyaient bien que la qualité, le nerf de la guerre était la qualité de l'email et de l'information et non pas les autres fonctionnalités. Donc ça, c'est une chose qui nous a permis vraiment de nous démarquer de nos concurrents et d'être encore une fois les meilleurs du monde sur ce secteur-là qui était une toute petite brique, mais en fait, c'était la meilleure du monde.
Quand le RGPD est arrivé, est-ce que ça t'a fait un peu peur, votre solution à tous vos clients et comment vous Alors, l'avez géré? ouais, 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 alors c'est très intéressant. Alors pour la petite histoire, on a eu 2 contrôles, CNIL, Mmh, justement sur fond de cette législation RGPD et qu'on a passé, hein. Ils ont venu vérifier dans les moindres détails et on a eu absolument zéro redressement, 0 critique. C'est vrai que c'est une zone grise, là-dessus et on aurait très bien pu, s'en prendre, plein la gueule et avoir des amendes. Mais on a pris le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence nette entre d'un côté les adresses email professionnelles et de l'autre côté les adresses email personnelles. mmh, Et que la législation, et les gens en général le savent pas, mais il y a une séparation claire entre la prospection B2B et la prospection B2C. Et la loi, la CNIL, la RGPD dit que vous avez le droit d'envoyer des emails à condition que ce soit justifié et à condition que ce soit en rapport avec la fonction de la personne que vous contactez, de votre prospect. Donc, autrement dit, j'envoie un email à un directeur informatique pour lui vendre des voyages, interdit. mmh. J'envoie un email de prospection à un directeur informatique pour vanter les mérites de tel ou tel logiciel de sécurité, c'est autorisé. Et lui, il peut me dire ne me contacte plus jamais. Dans ce cas-là, il faut que je le respecte. Mais a priori, j'ai le droit de le contacter une première fois. Et autant de fois que je souhaite avant qu'il ne me demande de ne D'arrêter. plus être contacté. Ce sera très intéressant. J'ai deux trois personnes, comme tous les commerciaux que j'ai pu aborder dans ma carrière qui me disent: «Vous êtes un spam», alors qu'en fait, je pourrais leur montrer, cet extrait vidéo pour, leur dire que la loi est de mon côté. Oui, oui, tout à fait. Donc, et puis je peux, alors j'ai pas l'article de loi sous la main, mais il y a même une jurisprudence qui est qui était, en tout cas il y a quelques années, sur le site de la CNIL, qui expliquait les usages dans la prospection commerciale et qui faisait une séparation claire entre le B2B et le B2C. Et quand, sont apparus les outils, en fait, de détection, des numéros de téléphone, vous avez pas eu la tentation aussi de partir aussi sur ce type de d'approche? Alors on aurait pu le faire, mais je veux dire, il y avait tellement de choses à faire encore dans l'email et on était vraiment dans une phase, on était en pleine croissance. Quand on a vendu la boîte, on faisait fois 3 par an en termes de chiffre d'affaires. Donc on pilotait vraiment cette croissance-là, qui était une belle croissance. Il y a eu quelques tentations, on en a discuté avec mon associé, mais on s'est dit que c'était un autre domaine et qu'on n'allait pas rentrer là-dedans, en tout cas pour l'instant. Mmh. Et il y a certains de nos concurrents qui le font, qui sont pas en France, ils sont surtout en Israël, où la législation est complètement différente, pour ne pas dire à peu près inexistante dans le domaine de la protection des données personnelles. Nous, on a choisi de pas rentrer sur ce secteur. Peut-être qu'on l'aurait fait si on n'avait pas vendu la boîte. Mmh. Hem, il y a une question qui m'arrive chaque fois que j'interviewe quelqu'un, il y a une question que j'oublie, bah, mais ça arrive. Hem, bah, ça va être mon petit trou, voilà. Justement, derrière, tu disais que vous étiez resté indépendant. Hem, Est-ce qu'il y a eu une tentation à un moment ou à un autre de lever des fonds justement pour lancer des nouveaux projets et pourquoi vous êtes resté indépendant jusqu'à la fin? Oui, oui, donc moi j'ai alors c'est très intéressant et c'est l'un des points de friction qu'il y a eu avec mon associé, qui avait, monté une société pendant peu de temps Mmh, auparavant et qui avait cette image de l'entrepreneur à succès telle qu'elle nous est vendue par les médias en France et ailleurs dans le monde. C'est un entrepreneur qui a levé des fonds. mmh, Et moi, j'avais vécu cette réalité de lever des fonds dans mes expériences précédentes et je lui ai expliqué qu'en fait, la réalité est moins reluisante que celle qu'on veut bien lire dans des journaux, que quelque part, lorsqu'on a des investisseurs, des fois c'est nécessaire, des fois ça se passe bien, mais donc on n'est plus vraiment maître chez soi, que le jour où, on va vouloir augmenter notre rémunération, il faudra demander une autorisation. Le jour où on veut changer la nationalité de notre société, si on veut le faire, il faudra demander une autorisation. Hem, le jour où il faudra, vendre la société, eh bien, on va avoir des contraintes et donc finalement, on a failli lever des fonds à un mmh, moment et puis finalement ça s'est pas fait et le chiffre d'affaires a décollé et finalement on s'est écarté de cette opportunité-là, à la fois parce que moi j'avais une conviction assez forte là-dedans et aussi parce qu'on avait autre chose à faire. Effectivement tous les 5 ans, alors moi ma théorie, enfin c'est pas que la mienne, c'est que tous les 5 ans à peu près, on
on franchit un cycle, on franchit un cap et qu'il y a une grosse décision à prendre sur le développement de sa société. Soit de lever des fonds, soit de s'internationaliser, soit de vendre. Et donc, effectivement, en 2021, on était arrivé à ce stade de se poser des questions existentielles sur l'avenir de la société, de notre collaboration. Et on aurait pu décider de lever des fonds et de prendre une toute nouvelle dimension, mais on a décidé de s'orienter vers la vente. Comment vous êtes, orienté plutôt vers la vente que vers la levée de fonds? Qu'est-ce qui ont été les grandes discussions entre vous 2 qui ont fait pencher la balance? Ouais, donc ça, c'est très intéressant. Je pense que il faut rester humble et vraiment, avoir les yeux en face des trous et voir quelle est sa zone de génie. Et il y a très peu d'entrepreneurs, qui, commencent une société dans un garage et qui finissent, la plus première fortune au monde. Je parle de Bill Gates, de Elon Musk et ainsi de suite. C'est des gens exceptionnels, certes. Nous, mais il y en a peu. Et souvent, les gens, les entrepreneurs, ils réussissent à un certain stade de leur société et puis ensuite, ils n'ont pas les compétences pour passer au stade suivant. Et souvent, lorsqu'on passe de 0 à 1 million, ben, en fait, il y a besoin de certaines qualités. Quand on passe de 1 à 10 millions, c'est différent. Il faut plutôt savoir recruter une équipe, faut créer une culture d'entreprise, faut savoir vendre à des grands comptes. Il y a un peu plus d'administratif, etc. Quand on passe de 10 à 100 millions, bah, faut travailler avec l'État, enfin, etc. Enfin, à chaque fois, les compétences nécessaires sont différentes. Et nous, on était bons pour, ensemble, l'équipe, hein. Je pense qu'on était bons pour être des têtes brûlées, d'aller dans une direction où tout le monde nous disait que c'était impossible. Donc ça, c'est vraiment les compétences nécessaires au début, de se lancer dans le vide, dans l'inconnu. Et donc ça correspond à des qualités nécessaires pour ramener une boîte de 0 à quelques millions, 1 million, quelques millions, c'est un ordre de grandeur. Et donc arrivé à ce stade-là, on s'est rendu compte que on était arrivé un petit peu au maximum, enfin au plein de au maximum de notre potentiel, et que il faudrait qu'on change beaucoup de choses, qu'on se remette en question si on veut passer un cap. Et donc la question, c'était est-ce qu'on a envie de passer ce cap-là ou est-ce qu'on a envie de se reposer, de profiter de la vie et de éventuellement faire autre chose? Et moi, comme j'avais ce plan de vie d'être indépendant financièrement à 40 ans et ensuite de faire des choses qui sont plus aspirationnelles, et ben, du coup, j'ai poussé vers cette option-là. Durant justement toute ta phase, ces 5 ans-là, est-ce que toi tu as eu des rituels que tu as mis en place pour, respirer et justement te préserver dans ton rôle de dirigeant? Alors ça, je pourrais en parler peut-être un peu plus dans la deuxième partie de comment j'en suis arrivé à la longévité, mais la réponse, grosso modo, c'est non. D'accord. J'aimais la compétition, ça me réussissait. Plus je me poussais, plus ça fonctionnait en apparence, au niveau sportif, au niveau compétition, enfin, au niveau entrepreneuriat, dans tous les niveaux. Et donc, moi, je me disais, bah, je vais me reposer, je vais dormir quand je serai mort, je vais me reposer plus tard, ma vie, c'est ça. Et j'aimais plus, enfin, plus j'en faisais, plus j'aimais. Donc, Mmh. la réponse est plutôt non. Ouais. Euh, Donc en et du coup, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses, heureusement avant que ce soit trop tard à 40 ans. donc en résumé, quand tu es arrivé à la vente, tu es arrivé en étant cramé? Ben, mais à la fois, alors je me rendais pas compte. Je me suis rendu compte à quel point j'étais cramé, mais mentalement, j'étais hyper bien et hyper dynamique. Et plus ça réussissait, plus je mettais encore plus de pression sur moi-même. Moins je dormais, plus je voulais faire de choses, plus le faisais de manière intense et avec un niveau de stress élevé. Je connais Donc ça. j'étais pas crâné. Mentalement, j'étais vraiment très bien. J'avais l'impression que j'étais le roi du monde. Tu avais l'impression ou tu étais dans un déni? Probablement un peu des deux. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y avait des signaux faibles qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais en fait, ces signaux, je les ai eus depuis que j'étais gamin et personne ne m'a rien dit. Et d'ailleurs, s'il m'avait dit, peut-être je les aurais pas écoutés. Pour moi, Mmh. voilà, c'est le prix de la performance, le prix du succès, c'est cette pression euh, au-dessus de la pression moyenne que les gens se mettent sur leurs épaules. C'était quoi un peu les signaux faibles que tu as post-rationalisés aujourd'hui? Moi, depuis gamin, j'avais des problèmes d'eczéma, notamment de pellicule, qui socialement m'emmerdaient comme pas possible. Et tous les médecins m'avaient dit, bah, faut faire avec, c'est comme ça. Faut utiliser du shampoing. Alors, j'ai utilisé plein de shampoings, plein de produits. Il y avait rien qui fonctionnait. Euh,
J'avais des plages rouges un petit peu sur le visage, mais rien de vraiment gênant. J'étais malade très souvent, Ouais. malade, je veux dire enrhumé. Combien même je faisais beaucoup de sport et je pensais que j'étais en très bon état de santé. Pourtant, de septembre à mars, j'étais en permanence en train de me moucher. Je dormais très peu. Euh, et effectivement, à des moments particulièrement stressants, j'avais quelques plaques rouges d'irritation sur ma peau, une manifestation de l'eczéma. Mais bon, tout ça était, encore une fois, relativement bien géré et personne ne m'avait dit, en fait, c'est ton stress, c'est le niveau d'intensité de ton Mmh. activité, c'est à cause de ça. On devait toujours donner des produits pour soigner les symptômes, Ouais. sans attirer l'attention sur les causes profondes. On fera une ellipse sur la vente à la fin, mais et du coup, on va continuer dans ce domaine-là. Toi, tu as eu de la chance de ne pas partir dans une maladie auto-immune que certains peuvent développer à ce moment-là et du coup, comment tu as pris, conscience de ce défi qu'est la longévité? Bah, en fait, quand j'ai vendu la boîte, euh, en fait, j'ai changé de monde. Ma vie, elle a vraiment changé. Pour le meilleur et pour le pire, il y avait aussi des challenges, je peux en parler, mais euh, c'est la première fois où j'étais pas stressé en fait, où j'avais pas cette espèce de pression permanente sur moi de faire du chiffre d'affaires, de la to-do list qui est toujours plus longue, de plein de choses qu'il faut gérer, qui me tombent dessus. Là, je pouvais vraiment respirer. Pour la première fois dans ma vie, je me suis rendu compte ce que ça voulait dire ne pas être stressé, être vraiment détendu. J'avais eu un tel niveau de stress permanent qu'en fait, j'avais même plus de référentiel pour me rendre compte ce que c'était être détendu versus ce que c'était être stressé. Donc il y a eu déjà ça. En plus de ça, je me suis fait accompagner par une dame qui m'a coaché, qui nous a aidé d'ailleurs pendant la vente à gérer la pression, moi et mon associé, et qui m'a aussi accompagné dans dans ce changement de paradigme de ma vie. Je me suis rendu compte que l'argent n'était plus le facteur limitant pour moi, mais le temps qui me reste de vivre. À vivre en bonne santé, c'est ça qui devient le nouveau facteur limitant. Et donc, quand on regarde les statistiques au niveau occidental, un- un- une personne va vivre en relatif état de bonne santé jusqu'à 65 ans et ensuite aura 15 ans de maladie chronique euh, avant de décéder à 80 ans. Et donc, moi, je me dis, moi, maintenant que j'en ai tellement chié et la vie est tellement belle et je peux faire tellement toutes les choses que j'ai envie, que 25 ans pour bénéficier de tout ça, c'est quand même un peu court. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prolonger, de tirer un peu l'élastique? Et c'est là où je découvre effectivement la longévité. Et c'est là où je découvre aussi que je souffrais de stress chronique. Alors, il y a tout un ensemble d'analyses que tu peux faire. Tu fais un séquençage génomique, tu fais une analyse épigénétique, des analyses de sang plutôt évoluées avec un médecin spécialisé. Euh, et donc, je me rends compte effectivement que je suis prédiabétique, c'est-à-dire c'est une condition qui précède le diabète de type 2 Mmh. qui dure entre 5 et 10 ans, qui est complètement asymptomatique. Et quand tu commences à avoir des symptômes, c'est déjà trop tard, tu es déjà diabétique. Que je souffre de stress chronique, que j'ai un état d'inflammation générale de mon corps équivalent à celui d'un individu de 72 ans. Il y a un test qui permet de l'évaluer. Que j'ai une vertèbre qui est déplacée, qui pour l'instant est complètement asymptomatique. Mais si je fais pas les bons exercices de renforcement musculaire, la déformation va s'accentuer et elle va finir par compresser le nerf. Et là, effectivement, bah, il y a pas de solution. Euh, et donc toutes ces choses, je les découvre, heureusement avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où ils étaient encore asymptomatiques, et il y avait encore une possibilité de retour en arrière. Tous ces examens, c'est quel budget? Alors, avant de te parler de budget, je vais te parler de la difficulté de les faire. Parce qu'en France, c'est mission impossible. C'est même pas une question de budget. Tu veux bien payer, mais juste tu n'as pas le droit de les faire. Il n'y a pas les infrastructures et des fois, on va même t'interdire de les faire, même si tu veux payer de ta poche. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à voyager partout dans le monde, à fréquenter des médecins étrangers, notamment américains. Les budgets, honnêtement, euh, sont plus faibles que ce que moi je n'espérais. Je ne pensais, j'imaginais. Euh, on est à quelques. Enfin, je vais te donner des exemples parce qu'après Mmh. tu peux aller très loin. Alors Ouais. il y a des accompagnements hyper complets à 250 000 $ par an. C'est surtout aux États-Unis que ça se passe.
Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire avec un budget tout à fait raisonnable, quoi. Faire un séquençage génomique, ça coûte dans les 400 euros. 400 euros. Tu le fais une fois dans ta vie. Alors, il faut que je mentionne que c'est interdit en France. C'est quand même incroyable. Mais c'est interdit en France, donc tu le fais à tes risques et périls. À l'international, donc tu envoies, tu craches dans un tube, tu l'envoies aux États-Unis. Après, au bout de 3 mois, tu as ton génome. Ça te permet de savoir quelles sont tes prédispositions génétiques euh, par rapport à certaines maladies. C'est comme ça que je découvre que moi j'ai un gène qui me prédispose aux maladies neurodégénératives, que j'ai un gène qui me prédispose au diabète de type 2. Et d'ailleurs, ma mère est diabétique de type 2, donc il y avait plein de choses plein de signaux qui auraient dû m'orienter dans cette direction. Que ma glycémie est élevée. Euh, pour revenir un peu sur ta question initiale du prix, donc un séquençage génomique, ça te coûte 400-500 euros. Savoir quel est l'état général d'inflammation de ton corps dans les 300, 200, 300 euros. Mmh. Faire un Ça, c'est quoi test, comme test, par exemple, pour savoir le niveau d'inflammation? Glycanage. Glycanage. Il y a une boîte qui fait ça. Bon, Mmh, certainement, il y en aura plusieurs, mais comme tout ça est vraiment très précurseur de ce que mmh, deviendra la médecine préventive dans les années à venir, il y a relativement peu de boîtes qui proposent des tests comme ça. Donc, ça s'appelle Glycanage. Et ça te donne vraiment un état général d'inflammation du corps. Euh, L'âge épigénétique, ça te donne un âge biologique. Donc, quel mmh. est ton état de santé? Est-ce qu'il est similaire à celui d'un individu de 30 ans, 40 ans ou 50 ans ou 60? Quelle est la vitesse avec laquelle ton corps vieillit d'un point de vue biologique, ce qui est différent de l'âge chronologique? Euh, il y a des analyses de sang assez poussées qui te permettent de savoir est-ce que tu as des risques de maladies cardiovasculaires. En fait, la méthode globale, c'est de se dire tu as 4 maladies chroniques dont tu dois te prémunir. Le cancer, le syndrome métabolique, on va dire le diabète de type 2, c'est l'une des la manifestation la plus fréquente. Les maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires. 4. Et donc, à la suite de ces analyses-là, tu te crées une espèce de cartographie de ton état de santé avec des facteurs de risque qui te concernent, qui sont plus importants, et donc et un facteur, un ou quelques facteurs limitants, un ou deux facteurs limitants, et ton intérêt c'est de te concentrer sur ces facteurs limitants-là. Et derrière, quand tu as ces résultats-là, tu fais quoi concrètement? Comment tu mets en œuvre le fait de rétablir les choses, la fameuse vertèbre dont tu nous as parlé, comment tu t'es préparé Ouais. à te renforcer? Ok. Donc en fait, déjà au niveau diagnostic, il y a ces cas de maladies chroniques. On essaie de voir un petit peu quelles sont nos prédispositions par rapport à certaines et quel est notre degré de robustesse par rapport à d'autres. Une fois qu'on a cette cartographie-là, on passe sur la partie mesure concrète, et on a 5 niveaux d'intervention aujourd'hui. Euh, Par l'ordre, dans l'ordre décroissant d'importance, le tout premier, c'est l'activité sportive, Mmh, l'activité physique. Ensuite, c'est l'alimentation. En troisième, c'est le sommeil, très 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 important et ô combien sous-estimé par moi-même et par tous mes copains entrepreneurs. En quatrième, c'est la santé mentale, avec la gestion du stress, le fait d'avoir un but dans la vie, etc., et d'avoir des relations épanouissantes. Et en cinquième, en dernier, c'est les suppléments alimentaires et certains médicaments détournés de leur usage d'origine. Et donc, une fois que j'ai dit ça, moi, tout le monde sait qu'il faut bien manger, bien dormir, etc. Donc tout ça, ça a l'air d'être un peu bateau. Mais le diable se cache dans les détails. Un entraînement physique pour un prédiabétique ne ressemblera pas du tout à un entraînement physique pour quelqu'un qui a une densité osseuse qui est trop faible ou qui a une masse de graisse qui est trop importante ou qui doit améliorer sa cardio et sa VO2 max. Donc, donc effectivement, bien bouger, tout le monde sait qu'il faut le faire, mais en fait, ça veut rien dire et ça peut changer du tout au tout en fonction des différentes priorités et des différentes spécificités de chaque individu. L'alimentation, pareil. Un prédiabétique va devoir faire attention à limiter les glucides. Ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires, c'est plutôt les graisses qui doivent limiter, quoi. mmh. Je vais ça Donc, ça m'inquiète presque par rapport à mon état personnel, là, ce que tu es en train de dire, mais mais en même temps, ça doit te rassurer parce que c'est que t'as pas de symptômes, et lorsqu'on n'a pas de symptômes, c'est toujours ou c'est t'en as un peut-être un peu indemnité qui est pas moins, quoi. forcément, rassurant, ouais.
Ouais. En tout cas, je peux aussi te rassurer avec des success stories de gens qui prennent conscience de ça, qui prennent les bonnes mesures et qui voient effectivement leurs symptômes complètement résolus. Et donc ta question, c'était pour moi concrètement ce que ça a donné. Donc pour moi en tant que prédiabétique, j'ai arrêté le sucre, j'ai complètement réorienté mon alimentation. J'ai réorienté également mon activité physique vers plus de muscu pour augmenter la masse musculaire, parce que les muscles ils captent 80% des glucides et ils améliorent le profil glycémique. La gestion du stress est super importante. D'ailleurs, si tu vois, j'ai un Mmh. CGM, un Ouais. glucomètre, qui me permet de mesurer la glycémie en temps réel et de vérifier la variabilité, les pics et également la moyenne, et d'associer certaines mesures que je prends à certains pics. Par exemple, je prends des aliments et je vois que les patates, moi, ça me génère un pic, donc il faut que je fasse attention. Euh, Par contre, il y a certains fruits qui sont réputés à un index glycémique important qui, moi, ne génèrent pas de pic de glycémie. Donc voilà, ça permet vraiment de personnaliser et d'adapter euh, l'alimentation, également l'activité physique, le fait de manger avant, après l'activité physique, le fait de marcher euh, après le repas, le fait de dormir. Je me suis rendu compte à quel point le manque de sommeil perturbait complètement la capacité du corps à gérer la glycémie et les pics de glycémie. Tu documentes tout ça? Alors, du mieux que je peux. Mmh. La société qu'on a développée, iCare.health, justement, a Mmh. comme but de permettre de mettre du process là-dedans et de le rendre accessible à, à d'autres d'autres patients, d'autres personnes qui veulent suivre le même parcours. Après, c'est work in progress, comme on dit. Il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui qui prennent, qui englobe en fait toute cette quantité impressionnante de données biométriques qu'on accumule sur nous et qui permet de tout structurer dans un tout unitaire et cohérent. Ça va être quoi le business model justement de iCare? En fait, c'est une SaaS avec un abonnement qui est aujourd'hui à 5 000 € par an, Mmh. qui a un budget, effectivement. Euh, et ça permet en fait de proposer un accompagnement personnalisé par un médecin spécialisé dans la longévité qui est lui expert sur la partie médicale, mais qui est également accompagné d'un coach de santé qui s'assure que les recommandations du médecin sont transposées dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça qui est difficile. Souvent, le médecin te dit il faut faire ceci, ceci, ceci. Souvent, c'est une liste de 180 recommandations complètement dissuasives que tu mets de côté pour ne plus jamais y revenir. Et là-dedans, il faut qu'il y ait une, deux ou trois mesures qui sont vraiment les mesures phares les plus importantes sur lesquelles tu vas te concentrer. Et après, un coach qui va t'aider justement à mettre tout ça en place et le transformer en habitude consistante. Le coach, c'est un coach virtuel ou c'est un coach que tu te Tout est, retrouveras en proximité? ouais, tout est à distance parce OK. que les patients sont dans plein de pays d'ailleurs. Il n'y en a pas qu'en France, il y en a beaucoup au Moyen-Orient, aux États-Unis, euh, à Maurice, partout dans le monde. Et les médecins, pareil, c'est un réseau de médecins international. Alors, qui sont francophones pour certains, mais dès le départ, fort de cette leçon que j'ai apprise dans mon ancienne startup, dès le départ, on s'est lancé à l'international. Et du coup, comment tu en arrives à lancer le forum de longévité? Eh bien, moi, en fait, mon projet de vie, c'est de vaincre le vieillissement avant 2060. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, le plan, il est assez simple, à la fois long terme et un peu audacieux dans son envergure, dans sa dimension, mais à la fois très simple. C'est s'appliquer à soi-même les principes de la médecine préventive telle qu'elle est connue aujourd'hui. Donc, on sait déjà faire beaucoup de choses par rapport à la médecine curative qu'on pratique aujourd'hui en France. Donc, il faut déjà commencer par s'appliquer toutes ces choses-là. Faire des analyses de sang régulièrement, euh, ne pas attendre que les biomarqueurs dépassent les mesures considérées comme normales avant de commencer à s'inquiéter, prendre des mesures, euh, faire des, faire des scanners pour détecter les cancers de manière précoce. Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il est possible de faire pour se rajouter 10, 20, 30 ans de vie en bonne santé. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que dans l'état des connaissances d'aujourd'hui, vivre 100 ans en bonne santé est un objectif
ambitieux mais réaliste. Mmh. Et c'est un petit peu ce qu'on propose avec iCare.health. Mais ça, c'est pas suffisant. Moi, ce que je voudrais, c'est investir aujourd'hui dans les biotechnologies de demain, qui nous permettront, dans quelques décennies, d'avoir accès à des traitements qu'on n'a pas aujourd'hui, qui n'existent pas aujourd'hui, mais du fait que on les a financés, bah, on pourra faire en sorte qu'elles existent, quoi. Et donc, à côté de iCare.health, qui est encore une fois une application de la médecine préventive d'aujourd'hui, j'ai monté un club d'investissement où on investit exclusivement dans des startups à fort potentiel disruptif dans la longévité. Les dernières startups dans lesquelles on a investi, pour donner un ordre d'idée, c'est une boîte qui crée, une startup qui crée des bouts de cerveau euh, dans des boîtes de pétri et qui les injecte ensuite dans le cerveau des malades. Aujourd'hui, ceux qui ont subi des AVC et demain, ceux qui ont des maladies neurodégénératives. Donc en fait, la promesse de cette boîte, c'est de nous aider à avoir un cerveau en permanence jeune, puisqu'en permanence renouvelé par des nouvelles cellules qu'on injecte à travers des micro-implants. Donc très audacieux. Effectivement, on verra pas ça dans 10 ans, mais on le verra peut-être dans 20 ans. Mmh. Euh, une autre start-up qui travaille dans les sénolytiques, qui est française celle-ci, cette fois-ci. Sénolytique, en fait, on a des cellules zombies. Mmh. Plus on avance dans l'âge, plus il y a des cellules zombies qui contaminent d'autres cellules et qui ne remplissent plus leur fonction. Et donc, avoir des produits qui permettent de cibler précisément les cellules zombies, cellules sénescentes en termes scientifiques, et donc de les attaquer permet de rajeunir le tissu et de nous rajouter des dizaines d'années de vie en bonne santé. Voilà, c'est encore du domaine de la recherche aujourd'hui, mais ça avance à grands pas. Et la dernière boîte dont on a bouclé le financement aujourd'hui, je suis très content, c'est Cyclarity, ça s'appelle Cyclarity. C'est la première société qui a découvert une molécule qui permet d'inverser l'athérosclérose. C'est-à-dire que les plaques de calcium qui s'accumulent sur les artères, avec cette molécule-là, on les fait disparaître de manière un peu miraculeuse dans l'état des connaissances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les meilleurs projets et l'état de l'art, c'est de diminuer la vitesse d'accumulation de la plaque de calcium, mais elle est réputée comme irréversible. Et ben, cette boîte réussit pour la première fois dans l'histoire de la médecine, à inverser ce processus. Donc voilà quelques exemples. Et donc, là, je boucle la boucle puisque ta question, c'était le forum. Le forum, pour moi, c'est une manière de fédérer ce beau monde et de raconter une très belle histoire de conférence qui est organisée dans le sud de la France, l'un des endroits les plus beaux au monde, les plus longevity friendly, entre Mmh. guillemets, et de faire venir tout l'écosystème mondial de la longévité, chercheurs, entrepreneurs, biotech, investisseurs, dans cet endroit qui voilà, est très cohérent avec cette histoire de longévité. On y vit bien dans le sud de la France. Je suis d'accord. Et du coup, comment on sensibilise la population à la médecine préventive? Parce qu'effectivement, on est habitué à la médecine curative. Ton forum permet de rassembler tout le monde, mais comment sensibiliser, au-delà de campagnes de prévention qu'on peut retrouver sur amélie.fr ou dans les campagnes radio qui sont parfois, on va dire, bidons? Comment, la prise de conscience de la médecine préventive se fait aujourd'hui? Bah, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai monté cette fondation 2060 qui est quelque part soutient les projets du Forum 2060 et du Club d'investissement 2060. C'est justement pour aider à mieux diffuser cette idée de médecine préventive et de longévité. Euh, il y a des limitations liées à la nature humaine, honnêtement. Pendant toute l'histoire, les millénaires et centaines de milliers d'années de notre évolution, euh, on a, on a appris à gérer les risques court terme. Je veux dire, quand t'as un mammouth qui te court après, toi, t'en as rien à faire de ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Toi, ce que tu veux, c'est te sauver dans les 10 prochaines minutes, quoi. Et donc, on a été conditionné par les lois de l'évolution à gérer les risques court terme. Court terme. Euh, donc on a vraiment une limitation inhérente à la nature humaine telle qu'elle est aujourd'hui, qui fait qu'un enfin un jeune de 20 à 30 ans ne va pas réfléchir à ça, ou de manière très minoritaire. Il se passe quand même quelque chose à 40 ans. À 40 ans, autour de 40 ans, il y a une espèce de bascule. Ce qui se passe, c'est que
déjà notre corps commence à vieillir. Donc on se rend compte vraiment dans nos entrailles que bah on court plus aussi vite que ça, que on fatigue, que lorsqu'on se met une cuite la veille, le matin on peut plus se réveiller à 6 heures du mat et être frais comme avant. Donc il y a si on fait du sport, on peut avoir eu des accidents du sport, une tendinite, des choses comme ça. Donc il y a quand même quelque chose qui est très viscéral dont on se rend compte. On a des parents qui commencent à avoir des maladies chroniques, cancer, etc. Lorsqu'on a un peu de malchance, ou peut-être de chance selon le point de vue, on a des copains qui ont eu des attaques cardiaques, qui ont eu des burn-out, etc. Donc des gens qui comptent pour nous. Donc petit à petit, on se rend compte de la finitude de la vie et on arrive aussi à un stade où nos enfants sont plus grands, on a une certaine capacité financière, on se projette sur du plus long terme, on fait des investissements et finalement, euh, bah, si je fais une économie et que j'investis pour mon avenir, pour ma retraite, quelque part, s'occuper de sa santé, c'est aussi s'occuper de l'autre actif qui est tout aussi important que sa santé financière, quoi. Je Donc à comprends. 40 ans, il y a quelque chose, il y a un point de bascule qui fait que les gens commencent à s'intéresser à ça, et c'est là où nous on les récupère avec iCare.health. Et c'est là où je pense qu'on peut, on peut, où ce message de la médecine préventive, de la longévité commence à résonner. Donc déjà, pour répondre à ta question, si tous les gens de 40 ans commençaient à avoir ça, à prendre conscience de ça et qui commençaient à se soigner selon ces préceptes de médecine préventive, bah, je pense que les autres vont pouvoir suivre, notamment le gouvernement, notamment, et notamment les jeunes aussi, par la Mmh. suite. Le forum concrètement, ça se passe, quand et où? Et comment, Donc le, des fo- gens, peuvent, venir y participer pour donc écouter le les forum se conférences? passe à Aix-en-Provence le Mmh. 30 et 31 août. Mmh. Le but, c'est d'illustrer. On a pris une direction, une thématique assez précise. C'est illustrer en quoi la longévité est la meilleure opportunité d'investissement du moment. On est aujourd'hui à un point d'inflexion où tout le monde parle d'intelligence artificielle, et donc cette révolution du vivant, de la longévité, est en train de se développer petit à petit, un peu dans l'ombre de la longévité de l'intelligence artificielle. Et lorsque on va arriver à un moment ChatGPT, entre guillemets, de la longévité, ça va déjà être trop tard pour les investisseurs, puisque là, les valorisations vont exploser. Un peu comme ça a été le cas après après l'apparition de ChatGPT pour toutes les sociétés en intelligence artificielle. Donc moi, ce que je veux, c'est justement illustrer du mieux possible les recherches qui se déroulent en ce moment avec des startups et des projets de recherche absolument incroyables qui verront, dont les résultats verront le jour dans les toutes prochaines années. Et donc c'est ça la thématique. Encore une fois, on fait venir la plupart ou les principaux fonds d'investissement qui investissent aujourd'hui exclusivement dans la longévité, des chercheurs parmi les meilleurs au monde qui travaillent sur des sujets comme ça, des entrepreneurs également, et puis des médecins qui appliquent la médecine préventive, qui est un petit peu connexe à la biotech. On peut s'inscrire, donc il y a un site qui présente aussi les intervenants et puis d'autres informations liées au forum. Le site internet, c'est forum.2060.life, forum.2060.life. Et donc voilà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. On a encore quelques billets avec réduction, donc si c'est quelque chose qui peut être intéressant, je vous invite à me contacter rapidement pour bénéficier de ces offres-là. Euh, et pour toute investisseur ou toute personne qui veut quelque part voir de quoi est fait l'avenir, moi je les encourage fortement à venir explorer toutes ces choses-là euh, avant qu'elles ne deviennent connues de tout le monde et que forcément l'opportunité soit moins intéressante d'un point de vue investissement en tout cas. Écoute, merci pour, toute cette présentation. Je vais voir si je peux être présent, 30 et 31. C'est pas dit que je sois dans la région, donc on va voir. Je termine toujours ces interviews par un petit quiz improbable. Est-ce que tu es prêt? Alors je ne suis pas prêt par définition puisque c'est improbable. Alors Donc prépare. allons-y, je me plie au jeu. Bon, du coup, on va parler longévité et est-ce que tu es plutôt thé ou café ou est-ce qu'il faut vraiment plus du tout en boire? Plutôt thé perso.
Parce que Ouais, le café, j'ai eu la, la vésicule biliaire enlevée. Et donc d'accord. depuis, je peux plus boire de café. Je ne sais pas exactement quelle est l'explication, mais le fait est que je bois du thé. Mais le café est bon, pris le matin. Il y a des antioxydants dedans, donc voilà, si tu le prends le matin, je recommande aussi. Moi, c'est thé vert. Le thé vert a le plus d'antioxydants de tous les thés. Mmh. Quel est ton mot préféré? Ah, immortalité? Si tu pouvais travailler avec un super-héros ou un héros de film, avec qui choisirais-tu et pourquoi? Euh, J'aime beaucoup Tony Stark. Ah, Pourquoi? Bah, justement, parce qu'il est scientifique, parce il est audacieux et en même temps, il fait les trucs lui-même, il rentre dans le détail. Je pense que à ma petite échelle, ça me caractérise pas mal. J'aime bien rentrer dans les détails, faire plein de choses, mettre le main dans le cambouis et comprendre comment ça fonctionne. quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Alors, pour rigoler un peu, euh, on gère ensemble d'ailleurs le parc immobilier que j'ai. Donc, je vais considérer que ma femme est un partenaire d'affaires. Mmh mh. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que le repas le plus bizarre que j'ai jamais fait, je l'ai fait avec ma femme. Donc, j'avais besoin d'une petite introduction. Mmh. Et c'était dans le noir complet, en Pologne, quelque part à Varsovie, me semble-t-il. Et c'est un restaurant qui s'appelait le Black Restaurant, où tu es dans l'obscurité totale. Les serveurs viennent avec des lunettes de vision nocturne pour te Mmh. servir. Et donc, moi, j'avais choisi le truc le plus hard où tu sais pas ce qui te sert et il faut que ce soit quelque chose d'insolite. Il m'a expliqué après coup, il se trouve que j'ai mangé des vers de terre. D'accord. Et c'était bon, c'était très bon. Bon, bah, écoute, on je si je vais à Varsovie, je regarderai cette adresse et je ferai attention à ce qu'ils servent. Oui, je recommande Ouais. pour les amateurs de sensations fortes. Quelle est ta chanson préférée? Bonne question. Euh, je dirais We Are the Champions, C'est pas mal. Freddie Mercury. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Hmm. Je, alors, je pense qu'on est, enfin, la meilleure période pour entreprendre, c'est les temps modernes, en fait. Ou peut-être à l'avenir. Mmh, Peut-être dans le futur. Peut-être dans 100 ans. Je sais pas trop où on en sera, mais s'il fallait choisir une date qui est pas la date d'aujourd'hui ou de l'instant présent ou du moment où moi j'ai entrepris, ce serait plutôt ouais, dans 100 ans. mmh. Et enfin, dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Même si aujourd'hui on a profité d'un cadre qui n'était pas ton bureau, ouais. Alors là, tu me poses une colle. Ouais, c'est peut-être pas vraiment. En fait, j'ai une balance qui est vraiment spéciale que j'ai achetée aujourd'hui et donc je suis très fier, qui permet de calculer la masse de graisse par composante du corps, en fait, pour les D'accord. bras, bras gauche, bras droit, etc. Et donc, ça a l'air d'un truc un petit peu insolite. Ah bah, c'est pas mal, et en même temps C'est ça sympa, permet de bien préparer sa longévité. longévité. Ouais. Ouais. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Email, je réponds sous 24 heures, ouvrable, Ouais, sauf exception, à Gabriel, arrobase, 2060.live. OK. Gabriel, arrobase, 2060.live. Je mettrai dans la description, du podcast. Gabriel, merci beaucoup pour ton temps et puis, Merci bah, François. écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser bientôt. Et merci pour les questions, surtout les dernières, là, pour lesquelles j'étais pas préparé. Ouais, bel effet de surprise, en tout cas. Bon, bah, parfait. Surtout avec la dernière. T'as gardé le meilleur pour la fin. Voilà, on Merci essaye. François. À bientôt. À Ciao. très bientôt. Au revoir.